Mesdames et messieurs, bienvenue dans Les Archives sans filtre, le seul podcast où l'histoire entre sans frapper, s'assoit dans votre salon, prend votre café et oublie parfois de payer l'addition. Et parfois, elle casse aussi la tasse. Parce que l'histoire africaine, mon cher collègue, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est plutôt un fleuve avec des rapides, des crocodiles et des politiciens qui prétendent savoir nager. Aujourd'hui, on parle d'un sujet lourd, sérieux, important. Un procès qui rappelle que le passé ne disparaît jamais vraiment. Le procès en appel de Claude Mouaïmana, jugé en France pour complicité présumée dans le génocide des Tutsis de 1994. Oui, et avant de commencer, on pose une chose très claire. On peut être ironique, parfois sarcastique sur les institutions, sur les contradictions humaines, mais jamais sur les victimes. Parce que derrière les dossiers judiciaires, il y a des vies, des familles, des cicatrices. Exactement. Alors, installez-vous. Respirez, parce qu'on va parler de justice internationale, de mémoire collective et aussi de cette étrange capacité humaine à dire « je n'étais pas là », même quand 15 personnes disent le contraire. Introduction. 1. Un procès qui traverse les frontières. Imaginez la scène. Palais de justice à Paris, grande salle. Silence lourd. Pas le silence confortable, non. Celui où même une toux devient suspecte. Oui, le genre de silence où quelqu'un éternue et tout le monde pense immédiatement « est-ce un témoignage ?» Au centre, Claude Mouaïmana, 65 ans, franco-rwandais, jugé pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité. Et le parquet demande 15 ans de prison, presque la même chose qu'en première instance où il avait été condamné à 14 ans. Ce qui est fascinant et compliqué, c'est que ce procès ne se déroule pas au Rwanda, mais en France. Oui, parce que le droit international permet à certains pays de juger des crimes de génocide lorsque les suspects vivent sur leur territoire. Autrement dit, vous ne pouvez pas simplement changer d'adresse et espérer que l'histoire oublie votre nouvelle boîte lettres. Sinon, ce serait trop facile. 2. Les accusations. Selon plusieurs témoignages entendus à la barre, dès les premiers jours du génocide, il aurait été vu conduisant une camionnette transportant des miliciens interamway vers des lieux de massacre. Et pas seulement conduire, rester sur place, attendre, puis ramener les tueurs. C'est ce que disent certains témoins. Et là commence la bataille classique des procès historiques. La mémoire contre la mémoire. Parce que lui, nie. Il affirme ne pas être présent à Kibouye à ce moment-là. Et vous voyez le problème. 30 ans après, des collines, des villages détruits, des survivants traumatisés, des souvenirs qui parfois tremblent et une justice qui doit pourtant trancher. Parce que la justice ne peut pas dire « bon, c'est compliqué, on rentre tous chez nous ». 3. La question de la contrainte. La défense avance un argument, la contrainte. En résumé, il aurait obéi sous menace. Et là, l'avocate générale pose une question presque philosophique. Si vous êtes contraint, pourquoi revenir le lendemain? Pourquoi continuer? Pourquoi ne pas fuir? Elle demande même a-t-il simulé une panne? Et franchement, imagine la scène. Chef, la camionnette refuse de démarrer. Encore? Oui, 3e panne aujourd'hui. Mais derrière cette ironie se cache une vraie interrogation morale. À quel moment la peur cesse d'excuser l'action? Parce que pendant les génocides, beaucoup disent avoir eu peur. Certains ont aidé, certains ont caché des voisins, d'autres ont participé. La justice doit comprendre pourquoi. 4. Les témoignages. Des témoins racontent des convois chantant des chants d'extermination, des routes parcourues, des massacres, et plusieurs disent avoir vu conduire. Mais la défense affirme que certains témoignages seraient mensongers, fabriqués ou incohérents. Un témoin s'est même rétracté après la première instance. Et là, on entre dans le brouillard judiciaire, parce que la mémoire humaine n'est pas une caméra HD, c'est parfois une cassette VHS oubliée au soleil. 5. La France face à l'histoire africaine. Ce procès pose aussi une question. Pourquoi la France juge-t-elle ces affaires aujourd'hui? Parce que pendant longtemps, beaucoup de suspects ont vécu tranquillement en Europe. Certains travaillaient, certains avaient des familles, des voisins, des boulangeries préférées.
Imagine découvrir que la personne qui vous disait bonjour chaque matin est accusée de crimes contre l'humanité. Même le café devient amer. Et là, derrière les dossiers judiciaires, il y a des vies, des familles, des cicatrices, exactement. Alors installez-vous, respirez, parce qu'on va parler de justice internationale, de mémoire collective et aussi de cette étrange capacité humaine à dire « je n'étais pas là », même quand 15 personnes disent le contraire. 6. Les parties civiles. Les parties civiles jugent la peine demandée insuffisante. 15 ans. Pour eux, ce n'est pas assez. Parce qu'ils parlent au nom de familles détruites, de collines devenues des fosses communes. Et là apparaît une vérité difficile. La justice ne peut jamais réparer totalement. Elle peut seulement reconnaître. 7. La théorie du complot. La cousine de l'accusé parle d'un complot politique. Selon elle, Kigali voudrait se débarrasser d'un opposant. Et voilà, quand la politique entre dans une salle d'audience, elle ne retire pas ses chaussures. Elle laisse de la boue partout. Parce que certains accusés affirment être poursuivis pour leurs opinions. D'autres disent que c'est simplement la justice. Et entre les deux, les juges, qui doivent démêler tout ça sans devenir historiens ni politiciens. 8. Le collectif des parties civiles. Un collectif basé à Paris a porté plainte en 2013. Des militants qui traquent les suspects depuis des années. Certains passent leur retraite à chercher la vérité, pendant que d'autres jouent au golf. Chacun ses loisirs. Mais leur objectif est clair, briser le déni, parce que beaucoup ont vécu longtemps sans être inquiétés. 9. Le poids du temps. 30 ans après les faits, les témoins vieillissent, certains meurent, les souvenirs changent. Et pourtant, les crimes de génocide ne prescrivent pas. Le temps passe, la responsabilité reste. C'est presque terrifiant. 10. Le doute. Les avocats demandent l'acquittement total. Ils parlent d'insuffisance de preuves. Ils demandent aux jurés de douter. Parce que dans le droit pénal, le doute profite à l'accusé. Pas aux émotions, pas aux intuitions, aux preuves. Et imaginez la pression sur les jurés. Décider entre mémoire collective et certitude judiciaire. 11. L'humain au centre. Un avocat pose une question. Si des gendarmes armés venaient chez vous et menaçaient votre famille, que feriez-vous ? Et là, silence, parce que tout le monde aime croire qu'il serait courageux, mais personne ne sait vraiment. 12. Les procès du génocide en Europe. La Belgique, le Canada, les Pays-Bas, plusieurs pays ont déjà jugé des suspects. Parce que le monde a compris quelque chose après les années 90. L'impunité voyage en avion, alors la justice aussi. 13. Le regard africain. Ce qui est intéressant aussi, c'est la perception africaine. Certains disent « Pourquoi juger en Europe ? Pourquoi pas uniquement au Rwanda ?» D'autres répondent « Parce que la justice doit être universelle. » 14. Mémoire et génération. Aujourd'hui, une nouvelle génération découvre ces procès. Des jeunes Africains, des jeunes Européens, qui n'étaient même pas nés en 1994. Et ils posent des questions. Comment cela a pu être possible ? Comment des voyins deviennent ennemis ? 15. La responsabilité individuelle. Un génocide n'est pas seulement une décision politique, ce sont aussi des individus, des chauffeurs, des voisins, des fonctionnaires. La question devient alors jusqu'où va la responsabilité ? 16. Le verdict attendu. Le verdict doit tomber après la dernière parole de l'accusé. Moment étrange, parce que tout le monde écoute, même ceux qui pensent déjà savoir. Et parfois, une phrase change tout, ou rien. Conclusion. Ce procès rappelle une chose, l'histoire ne disparaît pas. Elle attend, patiente, puis revient frapper à la porte d'un tribunal. Et peut-être que la vraie question n'est pas seulement qui est coupable, mais comment empêcher que cela recommence ? Parce qu'au final, la justice regarde le passé, mais elle parle toujours au futur. Merci d'avoir écouté Les Archives sans filtre. Si cet épisode vous a fait réfléchir, alors l'histoire a encore gagné une bataille contre l'oubli. À très bientôt.